soit faite à notre prophète. Mesdames et messieurs, bonjour. Le dialogue est l'un des outils les plus importants qui permettent de lutter contre le terrorisme. Après les événements du 11 septembre 2001, l'Arabie saoudite a lancé une initiative au dialogue. Plus précisément en 2007. Le roi Abdelaziz, le feu roi, s'est rendu au Vatican. Son successeur s'est rendu aux États-Unis et a rencontré le président américain Obama en 2009. Et c'était là deux grandes occasions pour dialoguer autour de la lutte contre le terrorisme et la pensée extrémiste. Nous le savons et nous l'avons entendu dans les interventions précédentes, le terrorisme peut trouver terreau fertile dans toutes les revendications liées aux droits de l'homme. Et là où on trouve des sentiments d'injustice. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons véritablement face à une pénurie de dialogues interreligieux et interculturels. Ces dialogues ne se passent que dans des salles closes et ne sont pas assez répandus au niveau de la société et dans le grand public. Au sein de la chaire de l'UNESCO pour le dialogue entre interreligieux et interculturel, nous essayons d'explorer les racines du problème. Et c'est pour cela que nous avons établi une étude qui explore la littérature scientifique en Orient mais aussi en Occident concernant ce dialogue entre les religions. Nous avons essayé de rassembler ces références concernant le dialogue entre les adeptes de religion et des cultures, et nous avons trouvé des choses très intéressantes. Certaines recherches ont évoqué le dialogue interreligieux initié par des musulmans, un dialogue qui se base sur les valeurs universelles et les droits humains. Nous avons aussi trouvé des recherches du côté occidental. Il y a aussi des recherches à aspect économique, mais aussi civilisationnel et culturel. Toutes ces références contribuent de manière directe à influencer la mentalité de la partie prenante au dialogue. C'était la conclusion de cette étude. Nous la retrouvons dans les bases même du dialogue. Il y a des préjugés, même quand l'on entame un dialogue du part et d'autre, nous avons essayé d'établir ces préjugés. Il y a des problématiques liées au dialogue de manière directe. Et l'on pose toujours la question, est-ce que ce dialogue est une stratégie ou une tactique? Et il nous faudra répondre à cette question. Pourquoi le dialogue se renforce et s'atténue de temps à autre? C'est une véritable entrave au dialogue. Donc c'est haut et c'est bas du dialogue. Il y a des problématiques propres au monde islamique. Comme vous le savez, ce n'est pas un bloc monolithique, l'islam et les musulmans. Ce sont des sociétés hétéroclites, différentes, différents courants et différentes opinions, et donc tout cela influe sur le dialogue et entrave le dialogue. Et les liens entre les pays occidentaux et musulmans influent aussi sur la qualité du dialogue. Comme vous le savez, la situation dans le nord, dans les pays du Maghreb, l'Afrique du Nord, et donc le dialogue avec ces pays-là est bien différent de celui qui est établi entre l'Occident et le Moyen-Orient ou le Mashrek. Et ce dialogue s'inscrit dans un cadre religieux. Et là aussi, cela pose une entrave. Nous considérons que le dialogue doit avoir une base culturelle et non nécessairement religieuse. Car il ne s'agit pas là d'une négociation entre les musulmans et les non-musulmans. Donc voilà certaines problématiques que j'ai pu noter dans toutes les
les colloques et tous les événements. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus ça prend plus une forme de prosélytisme qu'autre chose, que ce soit du côté chrétien ou occidental, si on peut dire cela ainsi, ou musulman. Du côté occidental, il faut rappeler que l'on ne parle pas ici d'un bloc monolithique non plus. Il y a plusieurs courants religieux au sein de l'Europe, au sein de l'Occident, et tout cela influe et complexifie le dialogue. Il y a aussi une culture prédominante dans certaines sociétés qui influe sur le dialogue. Il y a par exemple certains opposants à ce genre de dialogue, d'autres qui sont plus ouverts au dialogue interreligieux. Nous avons pu établir plusieurs caractéristiques à ce dialogue. Du côté du monde musulman, ces caractéristiques peuvent prendre la forme de facteurs entravants. Par exemple, les musulmans ont un sentiment très fort d'injustice et de déséquilibre dans le rapport ou les relations entre le monde occidental et le monde oriental. Vous le savez, nous avons toujours, c'est une relation qui part toujours d'un certain nombre de soupçons ou d'un certain scepticisme aussi à l'égard de l'autre, avec un grand A. Il y a aussi un soupçon permanent, scepticisme des volontés, de la véritable volonté, des véritables objectifs de ce genre de dialogue. Et bien entendu, tout cela est nourri par les dialogues populistes d'un côté et de l'autre. Voilà une des problématiques. Une autre problématique, c'est qu'il n'y a aucune initiative qui a été prise, ou très peu en tout cas, qui a été prise pour améliorer l'image de l'islam dans le monde occidental. L'image du musulman lambda, de l'arabe lambda, empire de plus en plus, et cela pourrait contribuer à entraver le dialogue également, ou en tout cas à le suspendre, ou à le ralentir. Nous avons pu noter que dans les recherches et les études au niveau occidental, nous avons pu relever plusieurs problèmes. On évoque encore le choc de civilisation, le conflit de civilisation, et cela nous mène à avoir des idées préconçues sur ce dialogue. Aussi, on tourne toujours autour des mêmes thématiques, la violence et l'extrémisme et le terrorisme, et l'on réduit l'islam à cela. L'on accuse même l'islam et la culture islamique d'être une culture violente qui appelle à la violence, à la haine de l'autre, et donc constitue un terreau fertile pour le terrorisme. Cela en soi est une entrave. On ne peut pas lancer un dialogue en se basant sur ces idées-là. Il y a aussi un problème lié à la démocratie et les droits de l'homme. Comme vous le savez, dans la charia, la loi islamique, certaines questions pour être perçues par le monde occidental comme étant insignifiantes. Or, elles sont sacrées pour les musulmans. Donc la démocratie à la sauce occidentale nous est toujours imposée en nous niant notre droit à notre propre source de loi. Malgré la multiplicité des points de vue dans ce dialogue, eh bien, ces idées, ces grandes lignes influent sur le dialogue. Je considère qu'il s'agit là des principales raisons qui entravent le dialogue, ou en tout cas qui n'ont pas permis de le mener à bien ou d'atteindre le progrès voulu. Les études et recherches que nous avons relevées dans ce champ-là n'ont pas proposé de solution pour sortir de ce statu quo dans le dialogue interreligieux ou occidental-oriental. L'on voit que les valeurs du monde musulman sont constamment attaquées. L'on fait une fixation sur certaines valeurs en les considérant obsolètes et incompatibles avec la modernité, notamment dans le cadre des droits de l'homme. Ces études-là ont ignoré les caractéristiques civilisationnelles et culturelles. Cette diversité, ce respect de la diversité auquel l'UNESCO appelle à respecter. Le monde n'est pas un bloc uni. Certes, avec la mondialisation, on a l'impression que c'est un village, mais il faut aussi le respect de la diversité et des cultures. On ne peut pas prendre comme référence les valeurs occidentales constamment. Les contributions
de religieux ou de références religieuses ont été très brèves. Dans ces études, l'on s'est contenté de reprendre des idées, des théories, mais aussi des faits historiques. Et l'on voit qu'il y a une certaine confusion auprès des intellectuels et des penseurs, et peut-être une confusion voulue. Et c'est pour cela que ce dialogue, à notre sens, n'a pas réalisé les objectifs escomptés. Ce dialogue est également entravé par certains problèmes liés au monde musulman et d'autres liés proprement dit au monde occidental. Il nous faut examiner de près ces problématiques et ces entraves, les traiter au plus vite. Cela permettra de relancer le dialogue avec des bases plus positives. Et ici, je me pose la question suivante. Pourquoi est-ce que l'on n'a pas retrouvé ces initiatives dans les médias ou au sein de l'opinion publique? Et cela me mène à la conclusion suivante. Le dialogue, et je l'ai dit tout à l'heure, le dialogue ne pourra avoir un effet véritable s'il ne se reflète pas dans les médias, dans le discours médiatique, mais aussi au sein de des curriculums et des manuels scolaires. Le dialogue ne peut commencer que dans ces deux champs-là. C'est au système d'éducation et au système des médias d'adopter, d'apprivoiser ce dialogue et de le refléter. Car le dialogue dans des salles closes ne mènera à rien. J'espère ne pas avoir accaparé la parole. 12 minutes seulement. Je vous remercie. Je remercie Madame la modératrice de m'avoir accordé la parole.